Donc, je vous ai fait, entre guillemets, une petite définition des cérébrolésés. Donc, les personnes qui ont subi une lésion du cerveau lors d'un traumatisme crânien, d'un accident vasculaire cérébral ou un autre événement de vie. Ça peut être une tumeur au cerveau, ça peut être plein d'autres éléments qui touchent le cerveau. Les lésions cérébrales peuvent entraîner des séquelles cognitives, comportementales et ou psychoaffectives. Et ces séquelles diminuent la capacité de la personne à réaliser certaines activités de la vie quotidienne, ce qui constitue un handicap. Nous pouvons qualifier ce handicap d'invisible. Quand on a des personnes cérébrolésées, on parle très souvent de handicap invisible parce que, comme les troubles psychiques, ça ne se voit pas forcément d'emblée. C'est des personnes qui ne peuvent avoir aucune séquelle motrice, rien d'apparent à premier abord. Et du coup, on ne peut pas observer directement le dysfonctionnement en lui-même. On ne le sait pas d'emblée. C'est juste sur les conséquences du quotidien qu'on s'en aperçoit. Et même la personne elle-même peut aussi dire, parce qu'elle ne reconnaît pas son handicap, dire que bah, tout va bien, quoi. Il y a pas, elle est pas en situation de handicap. Par contre, nous, on peut remarquer qu'elle n'est pas à l'heure à son rendez-vous, mais on ne voit pas le trouble de la mémoire qui est sous-jacent. En fait, elle est en retard parce qu'elle ne se rappelle pas, tout simplement. Ça peut poser des problèmes avec les secrétariats médicaux et les médecins qui disent tout rendez-vous non honoré sera facturé, ou si la personne manque 2 fois le rendez-vous, bah, elle n'aura pas d'autre rendez-vous. C'est affiché dans toutes les salles d'attente et ces personnes-là, ça pose problème parce qu'elles ne vont même pas penser à dire bah, j'ai raté mon rendez-vous, parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles ont raté leur rendez-vous. Donc s'il n'y a personne qui est là pour les accompagner et dire ben, on va appeler parce que, comme dans d'autres situations qui ont été décrites, la personne peut être fatiguée, peut être angoissée aussi au moment d'aller au rendez-vous. Mais si en plus elle l'a oublié, elle n'a même pas notion qu'elle l'a oublié. Donc forcément, c'est problématique. Et dans le cas où la personne peut percevoir son handicap, il est fréquent aussi qu'elle ne puisse pas l'expliquer ou qu'elle ne comprenne pas. Elle va dire, par exemple, si elle a eu un accident, un traumatisme crânien, ben, je sais faire ça, avant je le faisais, pourquoi je le fais plus maintenant? Mais je sais le faire. Oui, elle sait le faire, mais actuellement, elle ne sait plus le faire. Alors elle a bien conscience qu'elle a eu un accident, qu'il y a eu un problème, mais que cet accident ait entraîné des séquelles, ben, pas forcément. Elle peut pas le dire. Par exemple, quand on parlait de troubles visuels, elle peut dire mais qu'est-ce que je vois mal, pourtant j'ai mes lunettes. Mais en fait, elle a des troubles neurovisuels en arrière-plan qui font qu'avec ou sans lunettes, bah, c'est pas forcément adapté. Donc du fait, les aidants familiaux professionnels peuvent difficilement mesurer le handicap et s'y adapter en conséquence. Et on le voit bien, surtout avec les familles qui reprennent chez elles une personne qui a eu une lésion cérébrale, c'est qu'elles se disent non mais ça va aller, elle va bien. Vous me racontez qu'à l'hôpital, il n'y aura pas de récupération, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Vous ne l'aimez pas suffisamment, vous n'êtes pas assez patient. Nous, on va y arriver. Et toutes les familles passent pratiquement par ce raisonnement-là. Et on voit bien après qu'une fois le retour au domicile fait, quelques mois passent et la personne qui accompagne, enfin les aidants familiaux, ils se rendent compte que effectivement la personne a des troubles et que même avec de la bonne volonté, ça ne suffit pas parce qu'il y a vraiment des lésions cérébrales qui font que la personne est en difficulté. Mais elle peut donner illusion dans un premier temps que bah, tout va bien. Et la personne va dire non mais moi je sais faire, je peux. Bon, voilà. Donc par rapport à une consultation, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, alors là il faut la musique et les écrans dans les salles d'attente, elles peuvent être aidantes pour les personnes qui ont tendance à être agitées sur le plan moteur, qui bougent beaucoup, parce que ça va les canaliser. Mais par contre les personnes qui sont fatigables ou sensibles à tout ce qui est distracteur, bah, c'est préférable de les éteindre. Alors
selon qu'il y ait du monde dans une salle d'attente ou pas, on peut peut-être s'autoriser, quand on connaît la personne en tant qu'accompagnant ou si on sait en amont ce qui s'est passé, aller demander, on peut éteindre la télé pendant ce temps-là parce que la personne, ça va pas du tout l'aider, au contraire, ça va être pire. Hein. Aussi pour ces personnes, c'est important de privilégier les codes couleurs. C'est-à-dire souvent maintenant, on en voit quand même de plus en plus dans les services. Je sais pas, la consultation neuro, elle est fléchée en vert, la consultation ophtalmo en jaune. Enfin, je me trompe dans les codes couleurs, mais c'est vrai que c'est pratique aussi pour les personnes qui peuvent aussi avoir perdu l'apprentissage de la lecture. Un code couleur, ça parle à tout le monde. Donc, ça permet aussi de se repérer. Les personnes cérébrolésées ont souvent ce qu'on appelle une héminégligence gauche. C'est un trouble visuel qui empêche la personne de faire attention à ce qui se passe sur sa gauche. Le plus souvent, c'est à gauche, ça peut arriver à droite. Ce qui veut dire que si vous êtes du côté gauche de la personne, elle ne vous voit pas. Il faut imaginer que là, voilà, là, tout ce qui est là, je ne vois rien. J'ai l'œil ouvert, mais je ne vois pas. Je ne vois pas M. Pavageau, par exemple. Donc, s'il me parle, sauf si je tourne la tête, mais je ne suis pas censée le voir. Et donc, quand on l'accompagne, pour les personnes, si vous devez accompagner une personne qui est dans cette situation, c'est vraiment important de se placer de son côté droit. Parce que là, il va vous voir, il a tout le champ visuel ici qui fonctionne. De ce côté, ça ne fonctionne pas. Et c'est important de ne pas laisser d'obstacles sur le côté gauche parce qu'il ne va pas les voir. Et vous en apercevrez assez vite, c'est que si vous l'accompagnez, s'il y a une chaise sur la gauche qui, je sais pas, qui dépasse un peu, enfin, il va rentrer dedans, il ne la verra pas. Hein. Ou s'il y a une plante verte, ou voilà, c'est ce genre d'objet qu'il peut y avoir dans les... Alors par contre, comme disaient les collègues tout à l'heure, là, dans le cas des troubles neurovisuels, alors les personnes sont souvent aidées par les contrastes. Alors ça dépend des handicaps, mais les troubles neurovisuels, pas vraiment les troubles que visuels, c'est bien quand il y a des chaises, par exemple des chaises dans les salles d'attente de couleurs qui sont différentes, c'est pas blanc sur blanc, quoi, comme des fois on voit dans les hôpitaux, c'est tout de la même couleur. Et pareil, les contrastes sur les marches. S'il y a des bandes, des fois des bandes fluo là, qui signalent les marches, c'est vachement important parce que comme ça les personnes elles les voient. Sinon elles peuvent se ramasser sur une marche sans problème. Hein. Et les cloisons vitrées aussi. Ça arrive même à tout le monde, hein, sans problème. Je pense qu'on a tous des exemples de gens qui se sont pris la tête ou le nez dans une porte vitrée. Hein. Pour ces personnes-là, c'est majoré. Alors imaginez ce que ça peut donner. Hein. Ensuite, dans les salles d'attente, c'est vrai qu'il y a souvent plein de choses dans les salles d'attente affichées. Et il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce que c'est pas possible à lire. Et par rapport à l'attente, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des time timers, mais aussi pour ces personnes-là, c'est d'avoir des pendules mais avec des chiffres. Parce qu'en général, les aiguilles, elles ne savent plus lire. Les pendules avec les aiguilles, elles ont des fois perdu cette faculté-là. Donc les chiffres, ça parle. C'est plus facile. Et puis les pictogrammes aussi, c'est important des fois pour indiquer les toilettes, enfin toutes ces choses-là. Dans tous les handicaps, ça se retrouve. C'est vraiment des choses qui sont, comment dirais-je, applicables sur tous les handicaps et transposables. Donc en fait, si on fait pour un, on peut se dire, peu importe, ça va servir à plein de personnes en fait. Après, au niveau de la temporalité, c'est pareil. Prendre rendez-vous de préférence en début de journée pour limiter le nombre de personnes en salle d'attente et les distractions qui vont fatiguer la personne et diminuer son attention. Il faut savoir que les personnes cérébrolésées sont très fatigables et très souvent, après des problèmes cérébraux, elles disent, un accident vasculaire, elles disent « je fais la sieste, je faisais jamais la sieste, je suis tout le temps fatiguée ». Donc en fait, plus on ajoute de sollicitations, de choses qui vont les fatiguer, moins elle sera pertinente à la consultation. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la consultation, la personne puisse répondre vraiment au médecin et participer à sa consulte. Donc si elle est déjà fatiguée, parce que dans la salle d'attente, elle a fait plein de choses, qu'il y avait plein de monde, qu'il y avait plein de bruit, elle arrive à la consultation, elle pourrait même s'endormir. Des fois, ça peut arriver. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis bien sûr, toujours assurer la personne qui n'aurait pas de repère dans le temps et dans l'espace, de dire pourquoi on est là, à quel rendez-vous, qui nous sommes, où nous sommes. Ces personnes-là peuvent avoir perdu complètement la notion du temps et de l'espace. Hein. C'est pareil, la notion de durée, elle est parfois difficilement maîtrisée. Donc elles n'ont pas notion du temps qui passe. Donc il vaut mieux donner des repères stables, dire que lorsqu'il sera 10 heures plutôt que 10h10, enfin dire que la porte va s'ouvrir dans 10 minutes,
ça leur parle pas. Aux heures, les heures fixes, c'est plus ancré dans la mémoire. C'est-à-dire que les cérébrolésés, souvent, ont la mémoire ancienne, selon l'âge à laquelle est arrivé l'accident, fonctionne encore assez bien, mais la mémoire immédiate, elle fonctionne pas. Et c'est parfois troublant parce que c'est des personnes, justement, c'est pour ça aussi qu'on parle d'handicap invisible, elles vont être capables de vous raconter des choses très sensées sur des événements antérieurs. Et vous leur demandez ce qu'elles ont fait il y a 5 minutes ou si elles ont vu le médecin quand vous sortez de la consulte, si elles ont vu le médecin, elles peuvent dire « Moi, j'ai vu personne, je sais pas pourquoi je suis là ». Donc c'est vrai que c'est assez troublant et déroutant, alors que sur des éléments anciens, elles vont vous raconter que quand elles étaient petites, je sais pas, ils allaient faire du ski à tel endroit, enfin avec plein de détails, et c'est assez bluffant. Donc les attentes longues en salle d'attente, c'est à éviter, et les désorientations dans le temps peuvent donner lieu à des questions répétitives. Donc c'est des gens qui vont régulièrement vous demander pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, parce que vous avez répondu, et 5 minutes après, ils ont oublié. Et ils le font pas exprès. Parce que des fois, on dit, il fait exprès de répéter la même chose. Non, ils ont vraiment des troubles de mémoire, et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir des personnes qui oublient instantanément. Vous venez de lui dire bonjour, vous êtes allé faire quelque chose d'autre, vous revenez, elle vous redit bonjour. Comme si elle vous découvrait pour la première fois. Alors, par rapport au corps, ce que je disais tout à l'heure, elle peut ignorer une partie du corps. Si elles ont un trouble visuel d'un côté, elles se cognent souvent de ce côté-là. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir aussi des bleus, qui ne savent pas comment ils se sont fait ces bleus-là. Hein. C'est des personnes aussi qui ont ce qu'on appelle une anosognosie, pour donner le terme savant, mais c'est des personnes qui n'ont pas conscience de leur handicap. Donc, elles vont se mettre en danger. Par exemple, si c'est des personnes qui ont aussi des troubles de la mobilité associés, parce que ça existe aussi, mais il peut y avoir un risque de chute. Elles sont assises dans un fauteuil, puis elles vont avoir l'idée de se lever, mais elles peuvent pas. Et donc, il faut être très vigilant pour expliquer à la personne, non mais là vous pouvez pas, vous savez que vous pouvez pas, lui rappeler en fait qu'elle a eu un problème et qui fait qu'elle elle a des difficultés à se mobiliser seule. Donc ça demande de la vigilance. Et comme le schéma corporel il peut être perturbé, altéré, il faut pas demander aux gens où ils ont mal. Enfin, faut pas. On peut leur dire où avez-vous mal, mais il faut leur demander de montrer. Parce qu'ils peuvent aussi dire qu'ils ont mal à une jambe, et puis en fait c'est plus le genou. Enfin, ils vont pas être précis dans leur localisation. Parce qu'ils ont, si on leur faisait faire un schéma du corps, on serait un peu surpris de leur représentation à eux, comme un peu des fois les enfants qui, quand ils sont petits, ils n'ont pas tout le schéma corporel entier, où ils font des grosses têtes, un petit corps. C'est un petit peu ça ce qui peut se passer, c'est qu'ils ont une représentation pas très fine. Donc s'ils ont des douleurs, c'est important de leur faire préciser où ils ont mal et qu'ils montrent. Et puis, comme on a déjà dit, c'est aussi important de décomposer les tâches. On ne va pas dire à quelqu'un déshabillez-vous parce qu'il ne va pas savoir par où commencer. Donc il va falloir lui dire enlevez votre pull, enlevez votre t-shirt, ou enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes. Enfin, vraiment détaillé par rapport à l'examen qui a lieu. Hein. Déshabillez-vous, et puis ils vont rester comme ça, ils vont rien faire. Ça peut aussi arriver. Ils vont pas le faire. Alors, anticiper les éventuelles difficultés de communication. Alors ça, c'est... je suis allée trop vite. Avec le Covid en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué. Le masque peut faire peur ou gêne à la communication parce qu'on ne voit pas les expressions du visage, et les expressions font quand même partie de la communication. Donc c'est vrai que quand on peut avoir un masque, alors ces masques transparents, je ne sais pas si c'est suffisant, mais ça peut aider. Ça permet quand même soit de pouvoir lire sur les lèvres, parce que ça peut être des personnes qui ont aussi des troubles de communication, donc qui arrivent à lire sur les lèvres, de mieux communiquer par les expressions, parce qu'on fait plein de mimiques et ça aide. Voilà. Parce qu'on a quand même beaucoup de personnes cérébrolésées qui sont aphasiques, c'est-à-dire qui ont des troubles de la communication très importants. Toujours pareil, se présenter, dire qui nous sommes, notre fonction, dire ce qu'on va faire ou ce qu'on est en train de faire. S'adresser directement à la personne et s'exprimer à voix haute. Ça, je crois on peut le mettre en gros sur toutes les fiches, hein, ça revient partout. Donner une consigne à la fois dans des phrases courtes. Il faut imaginer que les personnes qui ont des troubles de mémoire, qu'on leur donne plusieurs consignes à la fois, elles ne peuvent pas les intégrer. Donc c'est une chose à la fois. Sinon, elles se perdent et elles paniquent ou elles font rien parce qu'elles ne peuvent pas. Au niveau du cerveau, c'est pas connecté.
Faire 2 choses à la fois, c'est pas possible, donc 2 consignes à la fois, c'est pareil, c'est pas possible. Il faut laisser le temps à la personne de s'exprimer et en cas de mots sur le bout de la langue, aider la personne en lui proposant plusieurs possibilités. Ces personnes-là, souvent, ont le manque du mot, donc elles cherchent un mot et elles vont des fois faire des périphrases. Ou alors il faut les aider avec des périphrases à trouver le bon mot. Un exemple, c'est par exemple une personne ne peut pas dire son adresse et elle habite une rue avec un nom de fleur. Par exemple, nous on voit l'adresse sur le papier parce qu'on l'a, et pour lui laisser dire l'adresse, on lui dit votre rue c'est pas un nom de fleur, et d'un seul coup elle va dire rue des Tulipes. Alors que rue des Tulipes d'emblée, c'était pas possible. Utiliser le geste, montrer plutôt qu'expliquer, écrire, utiliser des pictogrammes pour les personnes qui sont en difficulté de communication. Alors, je pense que sur la communication, on pourra avoir un chapitre énorme et adaptable à plein de types de handicap, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'outils, on a beaucoup de possibilités. Il faut avoir une grosse valise et trouver celui qui convient à la personne, et le savoir en amont, c'est mieux, parce qu'il y a plein de choses qui ont pu être essayées avant. Il faut rester vigilant aussi aux troubles du langage qui entraînent des paraphasies, c'est-à-dire que la personne peut se tromper de mots. Elle peut dire oui alors qu'elle voulait dire non. Donc c'est vrai que les petits oui, non là qu'on circulait quand on pose une question, qu'on veut vraiment savoir si la personne dit oui ou non, parce qu'une personne peut dire oui en faisant oui, oui, non, non. Savoir qu'est-ce qui est vrai du faux. Alors c'est vrai que des fois le oui-non vert rouge, ça marche très souvent super bien. Et si on a préparé la consulte en amont, on peut savoir s'il y a eu un bilan neuropsy, un bilan orthophonique, qu'est-ce qui marche avec la personne. Si c'est la compréhension verbale qui fonctionne mieux, si c'est la compréhension orale. C'est variable d'une personne à l'autre, il n'y a pas de règle là aussi. Donc on peut aussi avoir des gens qui ne comprennent pas bien l'écrit, qui comprennent bien l'oral. Tout est possible. Hein. Et même les gestes, ils peuvent des fois être, comme je vous dis, oui, oui, non, non. Bon, voilà, ça c'est embêtant. Alors, il faut déculpabiliser, il ne faut pas reprendre la personne lorsqu'elle se trompe si nous avons d'ores et déjà compris ce qu'elle souhaitait nous dire. Des fois, on rectifie nous-mêmes, on a compris ce que la personne voulait dire. C'est simplement de reformuler pour lui montrer qu'on a compris, mais pas lui dire « Ah non, c'est pas ce mot qu'il fallait dire ou tu voulais dire... je sais pas, arbre, t'as dit fleur, enfin, voilà, non, si on a compris, on a compris. On reformule pour être sûr que c'est bien ce que la personne a voulu dire, mais on n'appuie pas pour dire, ah, c'est pas ça. Hein. Et par contre, il ne faut pas hésiter aussi à réformer les informations utiles autant de fois que nécessaire. Et pareil, séquencier sur des petites informations courtes à la fois et une à la fois. Pensez aussi à donner directement l'information plutôt que de laisser la personne chercher en disant évitez le. Enfin, allez, faites un effort, vous avez bien trouvé. Non, on n'est pas là pour la rééduquer, on est là pour l'aider, que la consultation se passe bien et qu'on ait les réponses aux questions et qu'elle ressorte avec les réponses à ces questions aussi. Donc, ça ne sert à rien de vouloir la faire travailler là-dessus. Hein. C'est pas très utile. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les cérébraux lésés.